RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Bonjour Jean Pouly. Bonjour Lucie. Avec vous aujourd'hui, dans cette chronique consacrée au numérique, on parle d'accessibilité à Internet. Bah oui, accéder à Internet, peut-être est-ce une question farfelue pour vous et moi, parce que c'est devenu totalement naturel, mais pour des millions de Français et d'internautes dans le monde d'ailleurs, se trouvant dans des situations de handicap, comme la déficience visuelle ou auditive, la malvoyance, le handicap moteur ou cognitif. Accéder à Internet est au mieux un parcours du combattant et au pire totalement impossible. C'est même souvent la double peine, parce que accéder aux services d'Internet est souvent encore plus indispensable pour ceux qui ne peuvent se déplacer, voir ou entendre. Alors dans une société qui virtualise de plus en plus ses échanges, ses services administratifs, ses modalités de consommation, de travail ou d'enseignement, être exclu d'Internet, c'est une véritable condamnation à mort. Or, selon Brainnet, qui est un peu l'ONG spécialisée sur l'accessibilité numérique, seuls 4% des administrations françaises déclarent avoir pris des dispositions pour respecter la loi, puisque depuis 2009, un décret impose l'accessibilité de tous les sites internet publics. Pourtant, ce combat est loin d'être celui d'une minorité, car selon l'adage, quand on fait pour celui qui peut le moins, on fait pour celui qui peut le plus. Et comment on peut définir cette accessibilité numérique, c'est-à-dire à quel moment un site est accessible par tous ? Alors on peut dire qu'un site internet est accessible s'il garantit que son contenu est utilisable par n'importe qui, quelle que soit sa situation, son handicap et le matériel utilisé pour y accéder. Alors cela nécessite de respecter un standard qui a été mis en place par le World Wide Web Consortium, W3C, qui définit précisément les règles techniques à respecter dans la conception d'un logiciel ou d'un site internet. Alors ce consortium mondial a lancé une initiative qui a émis 61 recommandations permettant de rendre le web accessible, notamment aux technologies d'assistance utilisées par les personnes handicapées. Et c'est quoi ces technologies d'assistance ? Concrètement, c'est le matériel ou les logiciels qui permettent d'assister les personnes en situation de handicap. Par exemple, des lecteurs d'écran, des loupes, des logiciels de synthèse vocale, de reconnaissance de caractère ou encore des claviers ou des imprimantes en braille. Pour des personnes malentendantes, cela peut être des technologies qui permettent la retranscription simultanée par écrit sur des écrans, des vidéos ou des tutoriels doublés en langue des signes ou sous-titrés, et bien sûr des retranscriptions textuelles. Et on a aussi des technologies d'accès pour des handicaps moteurs, par exemple, avec des systèmes de pointage laser pilotables par l'œil qui déclenchent des claviers virtuels. Comment peut-on savoir si un site ou un logiciel d'ailleurs est accessible à tous ? Alors il suffit de vérifier dans les mentions du site s'il respecte un ou plusieurs référentiels d'accessibilité. Alors il en existe 2 en France. AccessiWeb, qui a été créé justement par cette association Brainnet, qui propose une labellisation en ligne sur 3 niveaux. Vous rentrez votre site internet et il vous dit si vous êtes accessible, un peu, beaucoup, pas du tout, on va dire. Et puis il y a le fameux référentiel général d'accessibilité pour les administrations qui fonctionne lui aussi sur 3 niveaux. Enfin, il existe même une norme internationale de l'accessibilité numérique qui est devenue un véritable standard ISO en 2012. Et est-ce qu'il y a beaucoup de sites internet qui ne proposent pas toute cette accessibilité ? Pour quelles raisons ? Quels seraient les freins ? Alors quand on voit justement le nombre de sites qui ne sont pas accessibles, on peut penser en fait qu'il y a beaucoup de freins. Alors en fait, techniquement, c'est pas si complexe si on prend en compte les standards dès la conception d'un site ou d'un logiciel. Alors beaucoup de développeurs ou de graphistes se plaignent souvent en fait que ces référentiels d'accessibilité sont complexes et engendrent des appauvrissements fonctionnels ou même esthétiques qui sont liés à l'adoption de ces normes. Mais en fait, depuis l'évolution de l'Internet et notamment l'adoption massive du langage d'Internet qui s'appelle HTML5, on permet maintenant d'associer à la fois l'accessibilité et l'ergonomie. Mais je pense que le frein principal est sans doute la méconnaissance des enjeux d'accessibilité, le manque de formation des développeurs. Et de fait, d'ailleurs, l'association Brainnet fait beaucoup de formation. Et peut-être que ça requiert un travail supplémentaire aussi, non ? Alors oui, mais c'est là que justement qu'il faut se poser les bonnes questions, parce que justement, si on ne prend pas en compte l'accessibilité dès le départ, il va ensuite falloir faire un travail d'adaptation qui va prendre du temps. Si au contraire, on les intègre dès le début, non seulement on respecte une norme pour ceux qui peuvent le moins, mais surtout on enrichit
le site d'un atout ergonomique pour ceux qui peuvent le plus. Et je vais vous prendre un exemple de Dominique Burger, qui est justement le président de Brailnet, confiait récemment en fait qu'il ne comprenait pas pourquoi Apple, voilà le leader, un des leaders mondiaux, avait intégré dans la conception de l'iPhone la compatibilité avec les logiciels de reconnaissance vocale. Eh bien la réponse est très révélatrice. Pour Apple, concevoir le produit le plus avant-gardiste, le mieux conçu au monde, nécessite d'explorer les marges et les limites de l'utilisation d'un outil. Autrement dit, de prendre en compte ceux qui peuvent le moins pour faire un produit parfait. Une vision inspirante pour tous les développeurs, ingénieurs et designers. Donc les enjeux de l'accessibilité, on peut le dire, sont fondamentaux. Ben oui, ils sont fondamentaux à double titre. D'abord, n'oublions pas que le premier enjeu, c'est de rendre accessible le super média qu'est Internet à des millions de personnes. Près de 300 millions dans le monde qui ne peuvent y accéder. Pour la majorité d'entre eux, c'est simplement comme si on ouvrait la porte d'une immense bibliothèque jusque-là inaccessible. C'est une nouvelle vie qui est donnée, un accès à l'emploi, à la communication avec le monde, une capacité de s'exprimer, d'interagir. Bref, tout ce que nous faisons, vous et moi, naturellement, tant nous ne rencontrons pas de situation de handicap. Parce que il peut nous arriver aussi d'avoir une baisse de notre vision, une main dans le plâtre ou un problème auditif, et cela peut arriver à tout le monde. Le deuxième enjeu, dont je viens de parler, avec l'exemple d'Apple, est de permettre d'acquérir une culture de l'accessibilité pour concevoir des sites et des outils de plus en plus ergonomiques, accessibles à tous, et donc faciles à utiliser, faciles à comprendre. Et si on étend ce raisonnement un peu plus loin, on peut même dire que penser le développement d'Internet sans prendre en compte son accessibilité est une sorte d'hérésie qui ne sert pas les intérêts du plus grand nombre. Nous serons tous, un jour ou l'autre, dans une situation de handicap, de façon ponctuelle ou permanente, et ce jour-là, nous prendrons conscience que c'est justement dans ces situations qu'accéder à Internet est encore plus indispensable. C'est d'ailleurs dans cet esprit universel qu'Internet a été conçu, comme le rappelle souvent Tim Berners-Lee, qui est l'un de ses illustres fondateurs. Merci beaucoup, Jean Pouli, et à la semaine prochaine.